Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Je me souviens du début des années 2000 où est apparu le concept des mouvements manufacture ou in-house et où toutes les marques se devaient proposer leur propre calibre manufacturé. C'est à ce moment-là que, par exemple, Frédéric Constant a lancé son premier mouvement de manufacture, en 2004 le FC 910 ou Panerai le P2002 en 2005. Et cette intention qui était louable au départ s'est transformée peu à peu en argument marketing, où certains laissaient entendre avec un peu de snobisme que les marques produisant des calibres in-house étaient supérieures aux maisons emboîtant des calibres déjà existants, ce qui a entraîné certaines dérives. Je me rappelle d'un exemple marquant, en 2009, TAG Heuer annonçait en grande pompe son nouveau calibre, le calibre 1887, comme étant un calibre entièrement manufacturé, etc. Et puis certaines personnes sur Internet ont commencé à faire le rapprochement et se rendre compte que c'était en fait un mouvement qui était basé sur une ébauche de mouvement Seiko. Donc c'était plus du tout un calibre de manufacture, c'était même plus vraiment un calibre ou même plus du tout un calibre suisse. Et voilà, ça a fait beaucoup de bruit sur Internet et TAG a dû rétropédaler. Et il faut croire que cet épisode-là n'avait pas servi de leçon, puisque 5 ans plus tard, une autre marque, cette fois-ci, Bremont, une marque anglaise, qui paraît annoncer en grande pompe là aussi un tout nouveau développement de calibre, manufacture, etc. Et là aussi sur Internet, il s'en est fallu très peu de temps pour que plusieurs personnes réalisent en fait qu'il y avait beaucoup de similarités avec des calibres, enfin un calibre déjà existant. Et là aussi, Bremont a été pris la main dans le sac entre guillemets et a dû reconnaître que voilà le mouvement était en fait basé sur un calibre Lajoux-Perret et que voilà c'était en fait un partenariat entre les deux entités et qui avait abouti à ce nouveau calibre que eux-mêmes avaient redécoré, retravaillé un petit peu. Mais voilà, on était quand même loin de l'annonce initiale d'un tout nouveau développement. Et apporter une importance démesurée à ce critère de mouvement de manufacture ou pas, c'est tout simplement de ne pas comprendre comment fonctionne l'industrie avec ses nombreux sous-traitants. Le meilleur exemple pour moi, ça va être une entreprise qui s'appelle La Pierrette, qui fabrique les petits rubis qu'on trouve dans les mouvements de montres. Donc c'est un sous-traitant qui est hyper important, c'est un composant qui est hyper important dans le mouvement. Et cette entreprise-là qui se trouve au Brassus dans la vallée de Joux, son capital est entièrement détenu par le groupe Richemont, Patek Philippe, Rolex. Et voilà, ça montre bien que cette réalité économique, ça va être que les sous-traitants vont être partagés entre les marques, que les marques vont travailler et collaborer entre elles. Et ça, c'est la réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des sous-traitants très connus qui font, par exemple, que des aiguilles, et c'est eux qui vont équiper quasiment tous les noms de l'industrie. Même chose avec les cadrans et plein d'autres composants comme ça. Et donc, comme je vous le disais, c'est une réalité économique, mais c'est également ce partage, c'est également une réalité historique. Si je prends l'exemple de Panerai, au début, ils emboîtaient des mouvements Rolex, et c'est d'ailleurs ces mêmes modèles-là, donc dans les années 40, 30, donc ces modèles Panerai qui emboîtaient du Rolex, qui étaient qui sont les Panerai les plus recherchés sur le marché en montre vintage, dans les enchères. S'il y a une Panerai qui va casser un record, vous pouvez être sûr, ce sera pas un mouvement Panerai qui sera à l'intérieur. Et je parlais de Rolex, mais de la même manière, Rolex, jusqu'en 2000, sur ses Daytona, emboîtait des mouvements Zénith. Et là aussi, ces modèles-là sont très recherchés.
Dans d'autres segments horlogers, il y avait le meilleur exemple selon moi, ça serait Patek Philippe avec sa Nautilus, Audemars Piguet avec sa Royal Oak, Vacheron Constantin avec sa 222. Ces trois marques qui sont considérées comme parmi les plus exclusives et les plus luxueuses de l'industrie, proposaient donc leur modèle phare qui était basé sur un mouvement Jaeger-LeCoultre, le 920, et qui, ironie de l'histoire, n'était même pas utilisé par Jaeger eux-mêmes, qui pourtant avaient plein de montres dans lesquelles ils auraient pu tout à fait proposer ce calibre-là. Et d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que d'avoir, par exemple, la 222 avec tout le savoir-faire Vacheron Constantin, et également un mouvement Jaeger? C'est presque le meilleur des deux mondes. Même chose avec la Royal Oak ou la Nautilus. C'est pour moi c'est 2 fois plus de plaisir d'une certaine manière. Et je parlais de Patek et Vacheron jusqu'à très récemment, et pour leur chronographe, ils utilisaient tous les deux des mouvements basés sur des ébauches Lehmannia. Et quand on voit chez Vacheron Constantin la corne de vache qui est basée sur cette ébauche là, quand on regarde le mouvement, c'est un mouvement techniquement qui a fait ses preuves, qui est parfaitement décoré à la main par Vacheron Constantin avec les critères du poinçon de Genève, qui est splendide. Il n'y a rien qu'on puisse reprocher objectivement à ce mouvement-là. Un exemple plus récent, ça va être en 2017, Breitling et Tudor qui ont annoncé leur partenariat. Et alors Breitling va proposer à Tudor certains de leurs mouvements et vice versa. Donc là aussi on est dans un cas de figure assez amusant quand on y pense, où des marques vont vraiment s'échanger comme ça entre eux-mêmes des mouvements. Donc on se rend bien compte que d'un point de vue historique, d'un point de vue économique, l'industrie fonctionne comme ça, en se partageant des savoir-faire, des composants, des fournisseurs, des sous-traitants, etc. Et il n'y a pas vraiment de raison d'avoir ce snobisme de vouloir à tout prix un mouvement manufacturé. Alors bien sûr, ça va être intéressant si on a une marque qui va faire un développement qui lui est propre, parce que ils ont une innovation technologique qu'ils ont envie de mettre en avant, ils ont un certain type de design qu'ils vont développer avec dans une montre et qui aura besoin d'un mouvement spécifique. Là, il y a une vraie raison de faire un développement qui soit spécifique, et ça peut être super intéressant. Mais il faut pas, selon moi, rejeter par principe comme ça un modèle qui ne serait pas entièrement manufacturé. Et d'ailleurs, il y a des marques qui proposent dans leur collection certains calibres qui leur sont propres, qu'ils ont développés eux-mêmes, et puis pour d'autres segments de prix, positionnement, ou peu importe la raison, vont aussi se fournir à l'extérieur et utiliser des mouvements qui ont fait leurs preuves. Je considère que pour moi le plus important, ça va être plus au niveau de la transparence, ça va être pour l'acheteur de savoir ce qu'il achète. Est-ce qu'il achète un calibre de manufacture? Est-ce qu'il achète un calibre qui est basé sur une ébauche? Si oui, quels sont les changements qui ont été apportés? Parce qu'on peut utiliser une ébauche d'un mouvement très connu, très classique, très basique, et le retravailler énormément, que ça soit techniquement dans les composants, que ça soit juste au niveau de la décoration. Mais c'est important, de savoir exactement ce qu'on achète et quel est le mouvement et quel travail a été fait dessus. Ça, pour moi, c'est important, et c'est ça qui a de la valeur. Et puis, ce qui va être intéressant aussi, à calibre équivalent, ça va être le niveau de finition. Par exemple, un calibre qui est très connu, un chronographe, ça va être chez ETA le 7750, et donc c'est un calibre qu'on va pouvoir retrouver dans plein de marques différentes, comme Oris, comme Tissot, comme Tag Heuer, comme Chopard, IWC, Panerai, et plein d'autres. Et ce qui va faire la différence vraiment entre ces montres-là, en dehors du design, etc., mais vraiment au niveau du mouvement, ça va être toute la finition qui va être apportée sur ce mouvement, et tout le travail en plus dessus, et c'est ça qui va faire aussi la valeur de la pièce. Donc pour moi, il est très important de faire la distinction entre qu'est-ce qu'un vrai calibre de manufacture, qu'est-ce qu'un calibre sous-traité, et de comprendre que dans les deux cas, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs.
Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.